Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci à l'H2R de nous inviter à organiser cette matinée extrêmement intéressante et importante. Et avant de répondre à la question, je me permets d'insister sur les propos qui ont été évoqués tout à l'heure par Christian Chrétier, administrateur de FO, à la fois sur le rôle des branches, mais aussi dans le cadre des branches, sur le rôle des interlocuteurs sociaux, donc le rôle du paritarisme. C'est absolument primordial. C'est ainsi que nous avons voulu que les choses soient construites. À un moment donné, il faut toujours rappeler les fondamentaux et les fondements même de notre action, d'autant que les différents groupes, dont H2R, ont beaucoup évolué depuis de nombreuses années et que parfois la tentation économique peut l'emporter sur, là encore une fois, sur les fondamentaux. Donc il faut toujours rappeler ce pourquoi les choses ont été construites et ce pourquoi elles doivent continuer à œuvrer. Et pour rassurer tout le monde, ce n'est pas une critique, hein, mais il faut tout le temps le rappeler. Et je tiens à souligner que AG2R remplit totalement son rôle. Et donc, merci aussi de nous accompagner dans ce cadre-là avec nos camarades qui négocient et siègent dans les branches professionnelles. Pour répondre à la question, même si excusez-moi si je fais un peu de rondonnance par rapport à ce qui a pu être dit tout à l'heure, effectivement, il faut faire un constat. Donc, à un moment donné, on s'arrête. Là, c'est l'objet de cette matinée. On s'arrête quelques instants, on fait un petit peu le constat d'une situation. Et il est vrai que sur les questions de prévoyance, je ne sais pas si le terme est le plus juste possible, puisque quand on parle de prévoyance, on peut y mettre aussi les questions de santé et ce qu'on appelle aujourd'hui la question de la prévoyance lourde, décès, incapacité, invalidité. Mais sur la prévoyance lourde, il faut quand même noter que, en dehors des initiés que nous sommes, le salarié lambda n'y connaît pas grand-chose. Donc, je considère que là-dessus, nous avons un rôle collectif et pédagogique. Donc, on aura l'occasion certainement d'y revenir. Sur la question de la santé, oui, on en parle beaucoup. Les choses sont assez bien structurées. Parfois, d'ailleurs, avec quelques dérives, nous semble-t-il, a été rappelé tout à l'heure par un intervenant, la fameuse taxe Covid qui a été faite un peu à bras raccourcis, si je puis dire, sans une réelle concertation. Je me permets de le souligner. Mais au moins, sur ces questions de prévoyance dites lourdes, il y a des choses à faire sur cette question pédagogique. Mireille le disait à l'instant, c'est évoqué dans le rapport du HCAM, enfin dans les travaux du HCAM, parce que le rapport n'est pas encore sorti. Je me permets de dire ça, puisque la presse, les médias se font l'écho de beaucoup de choses sur ce fameux rapport du HCAM qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas encore finalisé, qui n'est pas encore validé, puisqu'il y a encore une réunion du HCAM qui a lieu cette semaine. Donc, ça me permet de dire comme ça, entre parenthèses, soyons prudents les uns les autres dans les propos et dans les prises de position. Je ferme la parenthèse sur cet élément-là, même si sur la question de la grande sécu, c'est un sujet important, c'est un vrai sujet. Donc voilà, c'est un élément qui est assez mal connu dans le grand public quand on parle de prévoyance, donc il faut en tenir compte. Et puis, autant, je le disais, autant sur les questions de santé, tous, et l'ensemble des salariés connaissent assez bien leurs droits. De surcroît, c'est matérialisé par la carte vitale, donc il y a tout un enjeu autour de cette matérialisation qui existe. Bien souvent, les bénéficiaires ne connaissent pas vraiment leurs droits. Ils les connaissent, hélas, au moment où ils vivent ce risque. C'est souvent un risque lourd, donc dans la difficulté, sans bien évidemment avoir l'esprit à cela. Donc c'est toujours extrêmement compliqué. Je crois que ça a été aussi dit tout à l'heure, parfois avec des concrétisations qui mêlent des contours juridiques parce qu'il y a des imprécisions dans la rédaction des accords. Donc ça aussi, il faut l'avoir également à l'esprit. C'est une vraie problématique qu'il nous faut évidemment évoquer. Je parle donc de clarté à la fois dans les définitions et dans la rédaction même des accords. Il faut qu'on se le dise également entre nous. Toujours dans le cadre des constats qui sont effectués par notre organisation, mais aussi d'ailleurs par l'étude qui a été faite par le CETIP, dont tout à l'heure Mireille a fait référence. On a parlé beaucoup des clauses de désignation et de recommandation sur la partie santé. Sur la partie prévoyance, sur les clauses de recommandation, c'est un échec. Donc c'est que cela doit aussi nous servir les uns les autres dans nos discussions à la fois sur la question de la prévoyance, mais au-delà, sur le principe même des clauses de désignation et de recommandation. Évidemment, vous avez tous à l'esprit que notre faveur va évidemment aux clauses de désignation et nous demandons le retour aux clauses de désignation. Ensuite, sur la couverture elle-même, c'est évoqué, il y a une différenciation entre
la couverture de l'ensemble des salariés, cadres ou non cadres, et je ne mets pas en cause la spécificité des cadres, je me tourne vers Mireille, mais nous sommes très attentifs, et nous avons œuvré aussi pour cela, sur la particularité d'approche vis-à-vis des cadres. Il n'en reste pas moins qu'il y a une différenciation également dans les couvertures, et il faut là aussi constater qu'on retrouve, toujours en termes de constat, pour résumer rapidement, hein, on n'a pas beaucoup de temps, mais on retrouve dans notre sujet et dans les accords par eux-mêmes les inégalités sociales existantes, quelque part. Donc là aussi, il faut s'interroger sur ces portées, et notamment sur la couverture, la meilleure couverture possible pour les plus précaires. Voilà, ça c'est un constat également, ce qu'on appelle les trous dans la raquette. Quand j'évoque les trous dans la raquette, je crois savoir que les accords de prévoyance couvrent à peu près 15 millions de salariés du secteur privé sur 19,7, me semble-t-il. Il faut s'interroger également sur cette disparité de couverture. 15 millions, c'est une couverture importante, évidemment, mais il y a encore une fois, me semble-t-il, un volant important de salariés qui ne sont pas couverts. Il faut s'interroger également pour quelles raisons, quelles motivations et comment on peut agir pour couvrir l'ensemble des salariés. Voilà un peu en termes de constat. Après, évidemment, on peut évoquer alors les pistes, alors du coup, voilà. Sur quelle piste nous mettre, parce que les outils paritaires sont à votre main, politique, donc comment orienter tout ça? Tout à fait. Alors d'abord, et c'est en lien direct avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur la méconnaissance. Il faut être... Alors, voilà, quand le président prend la parole, il faut ensuite couper pour reprendre la parole. Ça, c'est une présidence musclée, si je puis dire. On se connaît bien, David, c'est une plaisanterie, évidemment. Donc, sur cet aspect particulier d'absence, ou de méconnaissance, pardon, pour le salarié lambda de nos sujets de prévalence, et particulièrement de prévalence lourde, donc là, on a un travail pédagogique à faire, je le disais tout à l'heure. Donc, on a un gros sujet pour faire connaître ce sujet-là, si vous permettez, auprès des salariés, mais aussi auprès de nos négociateurs, parce que c'est de plus en plus complexe et parce que nous devons collectivement appréhender des sujets et apporter des pistes d'amélioration. Et puis, il nous faut identifier les trous dans la raquette. J'ai donné tout à l'heure dans mon propos liminaire quelques pistes, à la fois en nombre de salariés, donc de couverture de salariés. Tout à l'heure aussi, Mireille, je citais les chiffres de l'étude du CETIP qui faisait référence au fait que 55% des branches principales permettaient de couvrir l'ensemble des salariés et que seuls 45% se couvraient que les non-cadres. Voilà, donc ça aussi, c'est une problématique que nous avons à l'esprit. Donc ça, c'est factuel. Il faut également que nous interrogions là-dessus et que nous voyons comment on peut améliorer la situation, y compris sur la question de la différence du niveau de couverture entre les catégories. On trouve des différences entre les catégories de salariés eux-mêmes, mais également au plan territorial également. Donc là aussi, il faut analyser ces situations et regarder ensemble collectivement comment on peut améliorer les choses. Et ça, c'est un axe aussi de discussion, d'amélioration au sein des branches, puisque chaque branche connaît très bien et pertinemment, évidemment, son périmètre et les métiers, les difficultés afférentes à ces filières de métiers. Quand on parle de prévoyance, on arrive à, si je puis dire, à l'issue ultime où il faut faire face aux risques lourds. Dans notre pays, ça a été dit, mais je vais évidemment insister là-dessus, nous ne mettons pas suffisamment en exergue les questions de prévention. Voilà, ce n'est pas tout de le dire, il faut passer à la pratique. Alors, quand on parle de ça, on est dans le milieu du travail, donc vous n'avez pas échappé que nous avons eu l'occasion de négocier et de concrétiser un accord interprofessionnel sur les questions de santé au travail et de mettre dans ce cadre-là en exergue et en avant la question de la prévention. Plus on améliorera les questions de prévention, et plus ça aura un impact positif sur la diminution, voire l'absence des risques, et donc par conséquent derrière sur l'accompagnement de ces risques, que ce soit vis-à-vis de la Sécu, que ce soit vis-à-vis de nos régimes complémentaires, et surtout c'est un impact positif pour les intéressés eux-mêmes. Et dans ce cadre de la prévention, AG2R en tant que tel, mais évidemment l'ensemble des institutions ont un rôle important à jouer parce que
chaque institution connaît, est très présente dans les branches, connaît parfaitement la typologie de chaque branche professionnelle et donc est amenée à pouvoir apporter son expérience et ses compétences pour aider à améliorer ces questions de prévention au sens large du terme, pour améliorer évidemment les questions de prévoyance. Je ne vais pas venir sur ça a été évoqué tout à l'heure, les différenciations entre les différentes, les rentes conjoints, les rentes éducation, la meilleure approche pour les enfants handicapés. Ça, ce sont des notions qu'il faut regarder en détail, c'est du niveau des branches, mais on voit bien qu'il y a une évolution sociétale et que face à ces évolutions sociétales, il faut y faire face à tout niveau, aussi bien sur les questions d'inégalité que sur ces questions d'évolution également des familles par elles-mêmes. Ça a été évoqué, hein, la question des modes, de l'évolution des modes de travail, comme la question du télétravail. Autant quand vous êtes dans un service, si je puis dire, ou vous avez un accident, vous tombez dans le service, dans l'agence ou autre, c'est parfaitement identifié, vous tombez chez vous, la définition même reste, d'un point de vue juridique, encore assez floue, donc il y a effectivement des éléments à faire évoluer là-dessus. Et puis sur la question de la crise sanitaire, qui a mis en exergue évidemment toutes ces questions-là, et particulièrement la question de la prévoyance au travers donc des personnes qui n'étaient pas prises en charge avec le fait de se retrouver en chômage partiel par leur accord de branche ou d'entreprise. Donc ça, c'est un sujet qu'il nous faut absolument porter et faire en sorte que ça ne puisse plus subsister. Nous ne savons pas si demain, on ne va pas se retrouver dans le même cas de figure à l'occasion d'une crise ou à l'occasion d'un fonctionnement classique d'une entreprise ou d'un secteur professionnel concerné. Et enfin, puisque c'est évoqué à travers nos différentes discussions, comme il y a quelques différences, et j'allais dire même disparités, faut-il s'interroger sur le fait d'instaurer et d'ouvrir une négociation sur un ANI prévoyance en tant que tel. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, je lance l'interrogation. Mireille y a fait allusion tout à l'heure. Hein, donc, qui permettrait, à notre sens, de pouvoir avoir une définition socle et homogène qui permet ensuite d'être complétée en fonction des négociations dans les différentes branches. Ça nous paraît aussi assez important. Ce qui permettrait justement aussi de faire face à toutes les problématiques évoquées. Je ne l'ai pas évoqué, donc je termine quand même là-dessus, ce qui a été dit sur les questions de dépendance. Même si la 5e branche est créée, il ne vous a pas échappé que même si la 5e branche est créée, il n'y a pas de loi grand âge, il n'y a pas les investissements nécessaires qui ont été définis. Alors vous allez me dire, la loi grand âge, bon, nous on considère que nonobstant ce qu'on met dans une loi sur ces sujets-là, en tous les cas, ça permet d'avoir un débat public sur ces questions fondamentales et sociétales sur l'accompagnement du grand âge. Ce que nous souhaitons, ce qui est supportable, donc entre le souhaitable et le supportable, il peut y avoir des écarts, ce qui fait l'objet de négociations. Et donc la définition précise avec les engagements financiers conséquents d'un socle, avec la possibilité ensuite de pouvoir compléter, à l'image de ce qui existe classiquement entre le régime obligatoire de sécu et les complémentaires, à condition que les choses soient négociées, que l'ensemble des acteurs soient écoutés. Donc c'est une vraie concertation, et pas ce qu'on entend aujourd'hui au travers de propos lâchés ici ou là sur la question de la grande sécu, ou pas ce qu'on a pu entendre également avec la taxation Covid, qui tombait comme ça, un peu comme un coup près, sans réelle discussion ou prise en compte de la réalité des choses. Voilà, et je m'en arrête là pour l'instant.